Bienvenue sur Midi 1, vous êtes dans Éco-Débat. À l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, un mot revient avec insistance, paix. Mais cette paix, essentielle à la stabilité démocratique, repose en partie sur l'engagement des organisations de jeunesse, souvent perçues à la fois comme un moteur d'espoir et une cible de manipulation. La jeunesse ivoirienne est aujourd'hui appelée à jouer un rôle clé dans la préservation des climats électoraux sereins. Peut-elle devenir un véritable acteur de dialogue, de tolérance et de mobilisation pacifique? Pour en parler, nous recevons deux invités engagés, M. Baudouin Yapo, député suppléant RHDP, et M. Flan Diomandé, président de la jeunesse communale de Cocody. Selon vous, quels sont les principaux facteurs de tension électorale chez les jeunes en Côte d'Ivoire? Alors, d'abord, je tiens à vous dire merci pour l'opportunité de ces échanges avec mon frère Diomandé Flan, président donc, de la jeunesse communale de Cocody. Alors, pour réponse à ta question de savoir quels sont les principaux facteurs de violence, bien sûr. Au niveau donc, de la jeunesse. Je vais tout de suite rappeler que il n'est pas tout à fait mauvais que les jeunes participent aux jeux politiques. Oui. Nous avons une jeunesse qui a le sens du devoir, oui, qui a le sens donc, de l'engagement et qui note de la vie de son pays sa participation, sa partition à jouer. Maintenant, engagés politiquement sur la scène, quelquefois ces jeunes font l'objet de manipulation, font l'objet d'intoxication, non je parle de manipulation et d'intoxication de la part donc, des acteurs politiques et au sein donc, de leur parti politique et au regard donc de la scène politique, au regard des positions tranchées des hommes politiques. Donc naturellement ces jeunes-là font l'objet de manipulation et d'intoxication et c'est qui est donc à l'origine de certaines crises qui sont pilotées par des jeunes sur le terrain. Et c'est un triste constat que nous avons toujours fait en Côte d'Ivoire depuis donc, les années 1990. Monsieur Flan Diomandé, vous êtes acteur de la société civile. Comment mobiliser une jeunesse parfois méfiante à l'égard du politique pour en faire un vecteur de paix? Merci pour l'initiative, merci pour ce plateau que nous offrez pour nous exprimer. Je tenais d'abord à exprimer ma reconnaissance et puis toute ma joie de retrouver mon frère Baudouin Yapo sur ce plateau, avec qui nous avons fait les années estudiantines sur le campus, nous nous connaissons bien. Merci. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de jeunesse, pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler des élections présidentielles à venir. Je pense que déjà, il faut révéler que, comme il l'a dit tantôt, il y a des facteurs qui sont déjà à l'origine de toutes ces crises que nous voyons, des crises post-électorales, disons de façon générale des crises liées aux élections. C'est d'abord au niveau des jeunes, il y a un véritable manque de formation, je dirais politique, un manque de formation au niveau du civisme et de la citoyenneté. Les jeunes ne sont pas suffisamment outillés sur ces facteurs-là et ils deviennent donc la proie facile des hommes politiques qui les manipulent à leur guise. Et donc, si les jeunes sont suffisamment formés, sont suffisamment outillés, bien éduqués, je pense qu'ils ne seront pas, bien évidemment, des facteurs de crise. Voilà. Maintenant, pour nous qui sommes les organisations de la société civile, qui œuvrons au quotidien, bien évidemment, à l'encadrement de ces jeunes-là, à l'approche de ces élections, ce que nous faisons le plus, c'est de la sensibilisation. D'accord. Voilà, la sensibilisation, inviter les jeunes à s'approprier l'élection présidentielle, à ne pas avoir peur des élections, à les inviter à être au cœur des élections, à se faire enrôler, par exemple, sur les listes électorales. Ce sont des actions que nous avons menées. Et bien évidemment, à les inviter à contribuer à faire de ces élections des élections apaisées tout simplement. Donc c'est de la sensibilisation que nous faisons. D'accord. Honorable, quelle responsabilité incombe aux partis politiques dans l'encadrement de leur jeunesse militante, surtout en période électorale? Alors, chez nous,
En tant que responsable, donc... Parce qu'actuellement, ça sent oui, l'escalade verbale. Oui, je suis d'accord. Oui. Nous, en tant que responsable politique, Oui. Au niveau de la jeunesse du RADP, ce que nous nous donnons de faire, c'est comme mon frère vient de le dire, c'est la sensibilisation. D'accord. Mais aussi fournir les bonnes informations et à nos militants, et aussi bien à l'ensemble de la jeunesse de notre pays. Parce que les acteurs politiques, que ce soit du parti au pouvoir ou de l'opposition, ont un seul intérêt, défendre leur position, faire passer des informations pour convaincre les jeunes, pour pouvoir répondre donc à leurs attentes, aux attentes des hommes politiques. Donc, nous, en tant que responsables politiques, ce que nous nous donnons de faire déjà, c'est sensibiliser, c'est informer, c'est instruire nos jeunes dans nos bases. Je suis en charge de la communication au sein de la jeunesse du RADP. Naturellement, c'est ma tâche au quotidien. Vous savez, je vais donc faire savoir que nous sommes en 2020, une année électorale. En 2025. En 2025, merci, une année électorale totalement surchauffée. Oui. Par donc, des acteurs politiques au dessein inavoué. D'accord. 2025, un tournant décisif pour les jeunes. Ce n'est pas l'intérêt partagé de tout acteur politique. Oui. La jeunesse, pour nous, est au centre de la gouvernance actuelle. Et si nous allons lancer cette élection en 2025, et qu'il y a une chambard, qu'il y a un désordre, mais c'est la jeunesse qui paie. Donc la jeunesse a beaucoup à gagner, comme si elle a beaucoup à perdre. D'accord. Voilà. Monsieur Diomandé, est-ce que la législation prévoit un encadrement particulier des activités de jeunesse pendant les périodes électorales? Non, pendant les périodes électorales, il n'y a pas de législation à la matière pour les jeunes, mais c'est pour tous les citoyens en fait. C'est pour tous les citoyens. Mais ce que moi je me dis, c'est que comme l'a dit tout à l'heure mon frère Baudouin, moi son intervention m'a amené à penser à une situation. Vous savez, on parle aujourd'hui de paix, on parle des crises post-électorales, ça fait peur et tout, et on parle des jeunesses. Mais je pense que nous sommes de la société civile, nous n'avons pas véritablement de problème avec les élections. Ceux qui ont plus de problèmes, ce sont les professionnels de la politique, les jeunes professionnels de la politique, tels que mon frère Baudouin, par exemple, qui sont engagés avec le RAGP, avec d'autres leaders qui sont engagés avec d'autres partis, le parti au pouvoir. Qui est le parti au pouvoir, avec d'autres leaders, que ce soit du PDCI, que ce soit du PPACI et j'en passe, qui sont des jeunes, mais qui sont aux ordres de leurs leaders politiques. Vous conviendrez avec moi que demain, s'il y a un mot de RAGP qui demande de faire quoi que ce soit, Baudouin, il est aux ordres, il sera là. Moi, je serai répondre présent. Voilà, mais moi, en tant qu'un jeune de la société civile, enfin, leader d'opinion, mais de la société civile, qui représente par exemple sur ce plateau le jeune livreur, qui représente sur ce plateau le jeune entrepreneur, qui représente le jeune ivoirien lambda. Vous voyez que moi, j'ai plus intérêt dans la paix que dans toute autre chose. Alors que les jeunes politiques engagés, ils ont plus intérêt dans la prise du pouvoir. Donc, ils sont prêts à tout donner. Mais je pense que pour mettre la main dans le plat, il faut aller tout droit vers ces jeunes leader acteur de la politique en Côte d'Ivoire, leur dit de mettre la Côte d'Ivoire au-dessus. D'accord. Voilà. Mais quelles leçons vous tirez des précédentes crises post-électorales quant au rôle qui ont joué les jeunes? Mais c'est une leçon assez regrettable. Ils ont été des acteurs majeurs quand même. Oui, c'est une leçon assez regrettable. Nous avons vu en 2020 là, quand il y a la désobéissance civile, c'était des jeunes qui étaient sur le terrain. Bien sûr. Qui se sont pris à d'autres jeunes, qui ont fait couler le sang, et pour le compte des acteurs donc de l'opposition, donc des acteurs politiques. D'accord. Alors donc c'est regrettable, c'est une leçon très regrettable, et c'est ce que nous continuons de dire à notre jeunesse. Ne vous laissez pas manipuler. Et la société civile a un rôle à jouer. Parce que effectivement, on parle des jeunes qui ne sont pas partisans, et qui ont un regard objectif vis-à-vis, une position objective vis-à-vis donc de la politique ivoirienne, et qui peut prendre des décisions, qui peut prendre donc des mesures pour convaincre d'autres jeunes à ne pas basculer dans la violence. D'accord. Pour nous, il n'y a pas de raison qu'il y ait donc des violences quand il y a des élections en Côte d'Ivoire. Nous sommes sortis d'une crise politique de longue haleine depuis 2011. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur de meilleurs rails. La Côte d'Ivoire avance. La problématique donc, de la jeunesse est au centre de la gouvernance actuelle. Les jeunes aujourd'hui ont une politique sociale bien établie. On a eu récemment la politique du PGGouv,
Oui. qui chute en 2025 et certainement un PGGOUV 2. PGGOUV qui signifie? Oui, programme jeunesse donc, du gouvernement. D'accord. Et qui donc a été un dispositif pour résoudre les problèmes, les différents problèmes des jeunes. Et en matière de formation, et en matière de stage, et en matière donc, des sections emploi, financement de projets. Et alors, donc les jeunes, naturellement, sont au sein donc, de l'action gouvernementale. Donc quand il y a un tel intérêt manifesté vis-à-vis de l'intérêt donc, des jeunes, vis-à-vis de la situation des jeunes, mais il faut avoir la bonne posture, il faut ne pas écouter les radars politiques. Et même moi, qui suis du RDP, si mon parti demande que je sorte pour pouvoir casser, pour pouvoir aller taper quelqu'un, je ne sortirai pas. Parce qu'il est de ma responsabilité de préserver la paix pour mon pays. Donc naturellement, c'est à cet appel-là que j'adresse donc aux jeunes de mon pays. Alors, M. Diomandé, nous sommes à 5 mois des élections présidentielles et il y a des partis politiques qui sont, pour le moment, pas bien orientés sur leur participation à ce scrutin électoral. Quel regard vous jetez sur le ressentiment de cette jeunesse, de ces différents groupements politiques ou chapelles politiques? Si, c'est une très bonne question qui est d'ailleurs très pertinente. J'aimerais dire qu'en Côte d'Ivoire, pour nous qui sommes les observateurs jeunes qui ne sont pas issus des partis politiques, nous pensons que tout le monde a évolué en Côte d'Ivoire en matière de mentalité, sauf les partis politiques. Ouais. Parce que les partis politiques, normalement, devaient pouvoir évoluer de telle sorte qu'ils puissent devenir des institutions. Et que ce soit des projets des partis aient envie de venir au pouvoir. Et non, que ce ne soit pas des individus. À la base, le parti politique, c'est une association. C'est une association. Donc privée. Privée. Okay. Voilà, avec une idéologie et qui cherche à prendre le pouvoir d'État quand c'est un parti politique. Alors, aujourd'hui, le constat est que ces mêmes partis politiques-là, comme je l'ai dit, n'ont pas évolué. Ils ne sont pas devenus des institutions de telle sorte que c'est leur projet qu'on cherche à présenter aux Ivoiriens. Mais on a l'impression que c'est des hommes que des partis politiques-là veulent présenter à des Ivoiriens. Comme si après ces hommes-là étaient plus importants que la Côte d'Ivoire. Nous disons que moi, en tant que président de la jeunesse communale de Cocody, je peux dire clairement que les jeunes de ma commune ne sont pas intéressés par un quelconque projet de violence ou par un quelconque projet de guerre qui est rattaché à un personnage. Non. À Cocody, nous ne sommes pas intéressés par ça. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce sont les projets qui peuvent nous permettre de nous émanciper en tant que jeunes, de nous permettre de nous épanouir en tant que jeunes, qui peuvent nous permettre de nous sentir, en tout cas, bien dans notre jeunesse à travers nos investissements, à travers tout ce qui pourrait nous permettre tout ce qui peut nous accompagner, bien évidemment. Donc, nous ne sommes pas intéressés par tout ça. D'accord. Voilà. Il y a le scrutin qui est dans quelques mois. Vous, en tant qu'acteur de la scène politique et jeune, quel regard vous jetez sur cette actualité qui, en quelque sorte, sent le pourrissement? Alors, c'est vrai, c'est un constat. Oui. Nous avons des opposants qui portent des jugements de valeur sur le processus électoral. D'accord. Bon, ce que je peux dire, c'est de la mauvaise foi. D'accord. Je peux dire que c'est de la mauvaise foi. Vous prenez le cas de la commission électorale indépendante. La CEI. La CEI qui est à sa meilleure forme. Oui. La CEI a évolué en termes de structuration. Il parle de dialogue politique. Mais le dialogue politique qui a toujours existé ici en Côte d'Ivoire entre le gouvernement et les acteurs politiques n'avait jamais été rompu. Il n'a jamais été rompu. Si actuellement il parle donc de dialogue politique, mais c'est parce que nous estimons que depuis 2022-2023, le dialogue politique qui était en cours a atteint son apogée. D'accord. Et que toutes les dispositions sont prises pour aller donc à ces élections. Donc vous prenez la situation de la RLE aujourd'hui, où les gens parlent de ce qu'on reprenne... La RLE qui est la révision de la liste électorale. Très bien, la révision de la liste électorale. Et ça aussi, ça fait polémique. Bien évidemment, mais après j'en parle. Oui. Alors qu'en novembre dernier, il y a eu une RLE dont le processus se termine en juin prochain. Par la publication de la liste électorale définitive. Il parle de la composition de la CEI, alors qu'avec le même dialogue politique, le PDCIDA a intégré l'institution. Ouais. Le PPACI, qui n'était pas membre de l'institution, a intégré l'institution.
Mais ils tirent sur la CEI parce que eux, qui sont des acteurs politiques, sont en difficulté d'être candidats. Mais pourquoi sont-ils en difficulté d'être candidats? Mais c'est parce que la loi les a étreints. Vous prenez le cas de M. Gbagbo. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait du respect vis-à-vis des décisions de justice. Lorsqu'il était à la CPI et qu'il a été acquitté donc par la CPI, sur 5 juges, il y a eu 2 juges qui ont voté contre. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il est donc assez innocent. Parce qu'il y a eu 2 juges qui ont voté contre. Mais parce que c'était une décision de justice, mais ça a été accepté. Tout comme Jean-Pierre Bemba, qui a été un chef rebelle, un chef de guerre, qui a été acquitté par la CPI, on ne pouvait pas nous dire qu'il n'a jamais fait couler une goutte de sang, mais il a été acquitté. Oui. Mais pour nous, ce sont des décisions de justice que les autres acceptent. Mais ici en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir des décisions de justice que eux, ils peuvent continuer de refuser et de rejeter, même quand ça ne nous plaît pas. Une décision de justice reste une décision de justice et elle produit ses effets. Qu'ils aient du respect vis-à-vis donc des décisions de justice, c'est la même situation avec M. Tia et c'est la même situation pratiquement avec toutes les autres. Voilà. D'accord. Mais là aussi, l'opposition demande une révision de la liste électorale. Elle nous dit même de la liste. Mais à quelques mois des élections. Sur quelle base juridique se fonde s'audite la liste électorale? Encore ils ont relevé des irrégularités, disent-ils. Non, c'est de la manipulation, c'est de la fabulation politique. Sur quelle base on parle d'audit de la liste électorale? Mais la liste électorale qui existe actuellement, mais elle a évolué. Il y a eu une révision en novembre dernier. Après la révision, après l'enrôlement, il y a eu un contentieux de la liste électorale. Ils étaient appelés à porter donc leurs préoccupations devant la commission électorale indépendante. Ils ont soulevé des stratagèmes, des subterfuges pour ne pas aller porter donc des requêtes vis-à-vis donc de la commission électorale indépendante. Donc c'est de la manipulation. La même liste électorale a permis au PDCRDA, au PPACI d'avoir des députés en 2021 et d'avoir des maires, des élus locaux en 2023. Donc c'est de la manipulation. Comme ils sont inéligibles, leurs responsables sont inéligibles, ils trouvent donc des arguments, et au niveau donc de la composition de la CEI, alors qu'ils sont membres, et au niveau donc de la liste électorale, alors qu'il n'y a aucun problème sur la liste électorale, même quelques notes d'anomalie qui ne peuvent pas entacher un scrutin présidentiel, mais ici, ils se cramponnent à cela. Ils se cramponnent à cela parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas éligibles. Donc il faut tordre le cou à l'autre, il faut tordre le cou au pouvoir public pour pouvoir donc avoir donc des réponses. Ça ne peut pas passer, ce schéma ne peut pas passer. D'accord. Ça sent presque le pourrissement. Oui, allez-y. Comme il a dit, moi je pense que en même temps qu'il invite les partis d'opposition à accepter que ce soit des décisions de justice et tout, mais nous pouvons dire aussi qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est-à-dire que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, on peut trouver tout ce qui est passerelle qui peut nous permettre bien évidemment d'éviter qu'on en arrive à une crise. Parce qu'il y a des jeunes en Côte d'Ivoire, pour revenir au sujet qui nous amène ici, il y a des jeunes en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, qui ne sont même pas intéressés par tout ça, qui eux sont intéressés simplement par la paix. Eux, ils existent en Côte d'Ivoire, nous comme nous tant qu'il y a la paix, que ce soit X ou Y, ça nous importe peu. Parce qu'après, même quand ils viennent au pouvoir, le sac de riz a le même prix, que tu sois RAGP, que tu sois PPACI. Donc nous connaissons ça. Et puis l'histoire de la Côte d'Ivoire est tellement récente pour nous qui sommes nés à la faveur peut-être des multipartis de 98 ans aujourd'hui. On a vu beaucoup d'hommes politiques, on a vu beaucoup de situations défiler et nous savons que tout ça, ce n'est qu'un jeu. D'accord. Honorable, vous faites partie du bureau politique de la jeunesse du RAGP. Est-ce qu'il existe des synergies entre partis rivaux pour transmettre à la jeunesse des messages conjoints de non-violence? Oui, il faut dire qu'à chaque élection, c'est vraiment envisageable. À chaque élection, on a tous signé des chartes de bonne conduite, on a tous signé des pactes de non-agression entre partis politiques. Mais entre jeunes politiques, on se parle. Oui, en jeunes politiques, on se parle. Je veux dire, est-ce que vous, par exemple, vous allez rencontrer des jeunes de la Ligue, des jeunes du PPACI ou encore du PDCI-RDA, ou bien même des jeunes regroupés au sein de la coalition pour l'alternance pacifique voilà. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'initiative pour le moment dans ce sens, mais c'est envisageable. D'accord. Mais il faut faire noter que nous parlons. D'accord. Nous parlons des jeunes de l'opposition, vous voyez, nous parlons, nous téléphonons, nous retrouvons souvent, pas dans un cadre certainement formel, mais nous parlons. Et nous disons qu'il faut vraiment privilégier la paix. Malheureusement, la mauvaise foi étant la chose la mieux partagée chez certains politiques, quand on se laisse,
Demain, il y a des appels à manifestation, il y a des appels à violence. Je regrette une vidéo qui a circulé récemment de la part donc, de la chaîne du PDCRDA, appelant donc à des manifestations à venir. Donc c'est un mot d'ordre qu'ils ont laissé pour des manifestations à venir, alors que dans le fond, il n'y a aucune raison. Il parle donc du cas de M. Thiam. Même M. Thiam, nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Il a acquis une autre nationalité étrangère et il vient donc de se décharger de cette nationalité étrangère. Pendant ce temps, il s'inscrit frauduleusement sur la liste électorale et donc la loi l'a épinglé. Et ce n'est pas parce qu'il est candidat à une élection présidentielle qu'il est immunisé contre la loi. Ce n'est pas juste. Donc, qu'il trouve peut-être un autre candidat qui remplit les conditions par rapport à ces élections, au lieu de vouloir appeler à des manifestations qui n'ont aucun sens. D'accord. Voilà. Et c'est ça, c'est tout ça, on parle de la responsabilité de notre jeunesse. D'accord. Monsieur Diomandi, est-ce que votre organisation collabore-t-elle avec d'autres mouvements de jeunesse, y compris ceux proches d'autres courants politiques? Bon, notre organisation est purement politique. Toutefois, nous collaborons avec des organisations politiques. Récemment, nous avons reçu des représentants de la JPDCI de notre commune de Cocody. Nous recevons très régulièrement aussi le représentant de la GRAGP de notre commune et des autres partis. Nous sommes une jeunesse plurielle qui est ouverte à toutes les obédiences sans forcément prendre de parti. Vous voyez. Voilà, donc nous ne sommes pas une organisation politique. Toutefois, nous sommes ouverts aux organisations politiques qui voudraient bien évidemment collaborer avec nous. Et dernièrement, j'ai participé à une activité avec le chef du district de police de Cocody. Et à cette activité, j'étais en train de dire aux jeunes de la commune que en 2025, je ne vais pas être un président des jeunes qui va se promener de commissariat en commissariat pour aller demander la libération des jeunes qui étaient coupables de casse, qui étaient coupables de destruction, de violence. Voilà, je ne veux pas ça. Et je suis sûr, j'ai confiance à ma jeunesse, je pense qu'à Cocody, on ne va pas tomber dans ça. Mais en même temps, pour aller mais quelle stratégie mettez-vous en place pour ne pas tomber dans ces travers-là? Non, c'est pas la stratégie, comme il a dit depuis le début, c'est la communication. Mais les propositions que nous voulons faire, c'est que les organisations en charge de l'organisation des élections et autres, la CEI doit pouvoir aussi ne pas négliger le fait d'associer à cette organisation les leaders des jeunes. Les leaders des jeunes qui ne sont pas forcément politiques. Parce qu'aujourd'hui, on appelle à des tables de négociation et des jeunesses des partis politiques. Mais on ne fait pas attention au président de l'AMC, par exemple, qui est l'association des étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, qui ont beaucoup de jeunes, la jeunesse catholique, la jeunesse protestante. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément des leaders politiques, mais qui ont un impact important sur les jeunes. Tout cela, il faut pouvoir les associer pour que on puisse trouver, c'est pas une solution parce que c'est pas un problème réellement, mais il faut que pour ensemble on puisse trouver des moyens pour ne pas aller à des élections où il y a des violences en fait. Qu'est-ce que vous attendez des élections présidentielles dans quelques mois? Mais à cette élection, j'attends une élection apaisée et démocratique. Moi, je suis militant d'un parti politique. Mon candidat, qui est le président Alassane Ouattara, bien évidemment sera élu président. Parce qu'il a un bilan. Mais s'il n'est pas élu, bon, celui qui est élu, bonne chance à lui. Mais moi, ça reste une compétition, c'est ouvert. C'est une compétition électorale, je suis d'accord. Oui. Mais je suis convaincu, au regard donc de son bilan, au regard donc du terrain, donc de la majorité donc, du terrain que nous détenons, alors, au regard de la dimension de notre parti, nous allons gagner cette élection le 25 octobre prochain. Pour continuer de servir les Ivoiriens et pour continuer de faire le travail pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Votre appel à l'endroit de la jeunesse ivoirienne à l'approche des élections de 2025? En cette année électorale, j'aimerais dire aux jeunes que notre plan A, c'est la Côte d'Ivoire. Notre plan A, c'est la paix. Et rien ne doit pouvoir nous détourner de ce plan A. Et en 2025, les mots d'ordre qui doivent pouvoir mobiliser les jeunes de la Côte d'Ivoire, ce sont les mots d'ordre qui les invitent à venir déposer leur dossier pour postuler à des concours. D'accord. Ce sont des mots d'ordre qui les invitent à venir avec leurs projets pour qu'on puisse les financer. Ce sont des mots d'ordre qui les invitent à tirer le meilleur le meilleur de ces jeunes-là, en fait. Ouais. Et que 2026 ne doit pas être une année de casse, une année de destruction, une année de crise, encore une fois, parce que ça va mettre en retard notre pays. Et donc, j'invite tous les jeunes
bien évidemment, à se départir et à s'éloigner de tout ce qui peut compromettre la paix en Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci, honorable. Merci, cher frère. Yapo. Je rappelle que vous êtes député suppléant du RHDP. D'Azaguié. Merci. Une bourgade située... en proximité d'Abidjan. D'accord. En proximité d'Abidjan. Et M. Flan Demandé, vous êtes le président de la jeunesse communale de Cocody, acteur de la société civile. C'est ça. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin de ce numéro du Talk Afrique. Restez avec nous, l'information continue sur Medi 1.